dans ma nouvelle émission Déployez vos ailes et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée, Camille Chinchol, thérapeute en deuil animalier. Bonjour Camille. Bonjour Karine. Alors nous Camille, comment on s'est connus, c'est parce que t'as regardé une interview que j'avais faite sur Déployez vos ailes avec Christine Lamour, il me semble. Avec Christine Lamour, que je connais effectivement depuis maintenant presque 3 ans. Voilà. Médium en communication animale et auteur. Et t'as dit, tiens, je vais aller, je regarde et tout. Et après, tu m'as demandé une consultation guidance voyance pour ta fille. Exactement. Et on a échangé, on a dialogué. Ouais, et après, j'ai dit, tiens, je t'ai demandé ce que tu faisais et j'ai dit, tiens, je vais l'interviewer. Voilà, dans la conversation, effectivement, je cherchais quelqu'un pour accompagner et guider ma fille dans une période, un petit peu charnière pour elle. Et puis d'un seul coup, tu sais, comme un clignotant, je me suis dit, je sais pas pourquoi, c'est elle. C'était une évidence en fait. Donc je t'ai demandé une consultation qui s'est très bien passée. Et voilà, tu m'as proposé de participer. Je t'en remercie parce que vraiment, je suis très honorée d'être là. Avec grand plaisir. Tu habites où, Camille ? Alors, j'habite à Riom, dans le Puy-de-Dôme. C'est pas très loin de Clermont-Ferrand. Volvic, pour ceux qui connaissent, c'est le plus évident aussi. Ouais. Donc, ville de 18 000 habitants. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y habite et j'y travaille. Voilà. D'accord. Donc, explique-nous un petit peu ton parcours terrestre et spirituel. Comment t'en es arrivé là ? Je suppose qu'avant, t'avais... vas-y, raconte-nous tout, dis-nous tout. Alors, mon parcours, je fais un parcours scolaire classique, plutôt très bonne élève. Ouais, je m'ennuyais un peu, le système scolaire me passionnait pas, mais enfin, j'arrivais quand même, comme on dit, un peu à rentrer dans le moule et à me faire à la scolarité. J'ai eu un bac littéraire. Ouais. J'avais très envie de faire des études littéraires, de journalisme. J'aimais beaucoup les langues étrangères. Je faisais anglais, espagnol, italien, donc des envies de voyage, des envies de partir. Et puis, assez jeune, je me suis mise en couple, qui est l'homme avec lequel je partage encore d'ailleurs ma vie depuis 25 ans cette année. Et donc finalement, l'idée de partir à l'étranger me dérangeait un petit peu, le laisser, etc. Quelques réticences, quelques blocages. Et finalement, j'ai opté pour des études de commerce international. J'avais quand même toujours ce volet-là de langue étrangère et d'international, mais tout en restant sur la région et auprès de mon amoureux pour le coup. Ouais. Donc commerce international, je termine mes études. Mon mari travaillait déjà depuis 1 an. Il avait été embauché en tant que conseiller clientèle dans une banque. Ça lui plaisait. C'était un secteur qui recrutait. Il fallait que je travaille aussi. J'ai besoin d'indépendance, d'autonomie, pour qu'on puisse s'installer ensemble, etc. Donc, je me dis, je vais essayer. Alors, moi, je ne suis pas allée dans la banque, je suis allée dans l'assurance, ce qui n'est pas très différent. J'ai travaillé pendant 7 ans sur un centre d'appel. Ah ouais. Dans une équipe super sympa. J'ai gardé d'ailleurs des contacts avec certaines. Un métier difficile parce que c'est vrai que 40-50 appels par jour, au bout d'un moment, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. C'est très sollicitant. Et puis envie d'autre chose parce que être au téléphone, il y avait un côté finalement où je voyais personne hormis mes collègues. Il y avait un peu trop d'anonymat. Ouais, c'était puis rébarbatif, routinier, voilà, tout à fait. Les mêmes demandes. Enfin il n'y avait pas vraiment de surprise finalement dans ce quotidien. Envie de créer aussi du lien avec les gens, de les voir et de les accompagner. J'avais déjà cette envie-là d'être au plus proche d'eux, de pouvoir vraiment les conseiller et être un peu leur référent. Ouais. Donc, je quitte cette compagnie d'assurance, je rentre dans la banque. Donc, finalement, je rejoins mon compagnon. Alors, on n'était pas dans la même banque. Ouais. Voilà, mais grosso modo, le même métier. Là, je trouve mon compte finalement. Super collègues aussi, qui sont devenus des amis. Rencontrer des gens, les accompagner, écouter leur histoire. En fait, je crois que c'était ça que j'aimais le mieux. C'était de les écouter, c'était d'être là pour eux. Donc en fin de compte, tu attirais les gens ils trouvaient une écoute bienveillante auprès de toi en fait. Hein. Ouais, c'était un peu le bureau des confessions, j'avoue. Ouais. Moi, j'avais des collègues des fois qui rigolaient, qui me disaient « Oh là là, t'aurais dû faire assistante sociale ». Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais ils sentaient bien que j'avais cette fibre-là d'écouter et que pour le coup, le côté vraiment business, commerce, résultat, objectif… C'était pas trop mon truc. Alors bon, j'arrivais toujours un peu à m'en sortir, mais j'étais pas très à l'aise en fait avec la discipline. Et je sentais que
ça me pesait de plus en plus, en fait, de devoir comme ça mettre des petits bâtons dans des tableaux, rendre des comptes de combien, etc. Ça allait à l'encontre, je pense, de mes valeurs et de ce que j'attendais, moi, en fait, de la relation à l'autre. D'accord. Donc, du coup, t'es resté combien de temps, justement, dans cette profession-là? En tout, une quinzaine d'années. Hein. J'ai fait 7 ans dans la compagnie d'assurance, 7 ans dans la banque. Ouais. Jusqu'en... alors, on va dire que ça a commencé à dérailler, on va dire en 2017, où j'ai commencé. Qu'est-ce qui s'est passé au fond de toi, justement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, c'est même mon corps, hein, c'est même pas au fond de moi, parce que j'avais même pas encore conscience de ce qui était en train de m'arriver. C'est que physiquement, je commençais à avoir des douleurs diffuses absolument dans tout le corps, d'une intensité que j'avais jamais connue. Je sentais que c'était quelque chose qui était différent d'un simple mal de dos, de cervical, comme on peut tous savoir dans le quotidien. Quand là, tout le corps commence à dérailler, que je n'arrive plus à marcher, clairement, je me suis retrouvée immobile, paralysée, avec des troubles cognitifs, neurologiques, enfin des choses qui vraiment étaient même inquiétantes, hein, parce qu'il a fallu quand même que je passe toute une batterie d'examens neurologiques pour éviter et éliminer des pathologies graves. Ouais. Et mon état s'améliorait pas. Donc j'ai été arrêtée pendant plusieurs mois, 9 mois. Alors j'ai eu un diagnostic de fibromyalgie, donc bon, ça voilà, on met le mot dessus. Bon, on se dit bon, finalement c'est pas si grave, et en même temps on se dit c'est pas trop légitime non plus, c'est pas vraiment reconnu. Ouais. On se dit, tu sais, j'aurais préféré avoir une vraie maladie. Bien sûr. Les gens, tu sais, te comprennent et ont un peu de compassion. Là, tu sais, on ne sait pas trop si c'est psychologique. Enfin bon, on n'a pas trop vraiment. Les gens ne nous en parlent pas trop. Tu vois, c'est. Donc là, tu te trouves en arrêt maladie. Et qu'est-ce qui se passe? Je commençais un peu à me poser la question, malgré tout, de la reprise. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais y retourner? Est-ce que je vais faire autre chose? Et en même temps, je pense que j'étais aussi en train de réapprendre à vivre avec cette pathologie. Pour moi, c'était vraiment un choc. Je ne m'attendais pas du tout à 35 ans, me retrouver dans cet état vraiment diminué. Donc, je décide quand même de retourner travailler dans cette banque 9 mois après. J'y retourne en me disant, bon, ça me fera peut-être du bien. Ça se trouve, c'était autre chose. Enfin, à ce moment-là, je ne fais pas forcément de lien entre ma vie professionnelle et la pathologie. Tu vois, je me dis, bon, après tout, ça à d'autres gens. C'est un passage. Peut-être que, au bout d'un moment, ça ira mieux. Donc, je me relance, mi-temps thérapeutique. Pendant 4 mois, là, je rame, vraiment, c'est difficile. J'ai pas beaucoup d'accompagnement, je me sens pas vraiment aidée, soutenue et comprise, surtout au travail. Donc, c'est vraiment un peu la descente aux enfers. Je m'accroche, je finis à peu près par remonter la pente. Et puis, j'ai quelques mois, on va dire, de sursis. Je vais appeler ça comme ça, parce que finalement, ça va assez vite me rattraper. 2020 en l'occurrence. Alors pour le coup, nous c'est pas, enfin moi perso c'est pas le Covid, c'est pas spécialement cette période de confinement qui a été difficile. Nous on s'est retrouvés en famille, on a la chance d'avoir une maison, un jardin. Donc ça a été même l'occasion de se retrouver, de se recentrer et de profiter un peu des uns et des autres, même si le climat était un peu anxiogène, mais on arrivait un peu à rester dans notre bulle. Et puis, finalement, cette année 2020, ça a été vraiment une année difficile. En juin, on perd notre petite chienne de 10 ans. Oh là là, oui. En une semaine. Je l'emmène le lundi, le vendredi. Malheureusement, on est obligé de prendre la décision de la laisser partir. Donc, choc. Mais bon, il faut avancer. Donc, on n'a pas le choix. On continue. On part quand même en vacances. On décide quand même à se changer un peu les idées au mois de juillet. On avait un chat à l'époque qu'on avait adopté en 2018, donc qu'on laisse à la maison. Mes parents viennent, mais il sort, il fait sa vie, il a l'habitude, voilà. Et quand on rentre fin juillet, nous on rentre, mais pas le chat. Donc voilà, Bambou ne revient pas. Alors il nous avait un peu habitués à des allées-venues, il n'était pas toujours ponctuel comme ça. Donc bon, on l'appelle, on se dit ça se trouve il est un peu vexé, on l'a laissé, bon il va revenir. Et puis les semaines passent, Bambou ne revient pas. Et là commence la descente aux enfers parce que je comprends pas où est ce chat. Je n'ai pas eu d'alerte comme quoi quelqu'un l'avait trouvé, blessé, mort, aucun signalement,
aucune trace de ce chat. Tu sais, c'est la disparition. Tu as l'impression que, comme s'il avait été enlevé, qu'il avait disparu de la surface de la Terre. Ouais. Plus de chat. Bon, je cherche. Et puis, au fond de moi, je me dis, je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est parti, mais qu'il y a quelque chose à comprendre de ce départ. Et c'est quelque chose qui était tout nouveau pour moi, parce que je n'avais jamais ressenti ça. Je m'étais jamais vraiment intéressée à tout ce qui était spiritualité, médiumnité, contact défunt, tout ça. Ça m'était inconnu. J'ai pas grandi dans un environnement comme ça. J'avais peut-être des intuitions, des perceptions, mais sur lesquelles je mettais pas un nom, si tu veux. Des rêves, des fois, qui me paraissaient, qui des fois étaient des rêves prémonitoires, des rêves qui me semblaient pas être des rêves vraiment normaux. Je voyais beaucoup d'animaux morts dans mes rêves. Ah. Mais si tu veux, voilà, je faisais pas de lien, je savais pas quoi en faire, je savais pas ce que ça voulait dire, donc tout ça un peu restait enfoui, voilà. Ouais. Mais avec ce chat, je me dis, il se passe quelque chose, il faut que j'aille plus loin. Et là, pour la première fois, je prends contact avec un radiesthésiste. J'aurais jamais imaginé un jour en arriver là. Donc, ça commence comme ça, un radiesthésiste qui me dit, oui, il est vivant, mais il est quand même assez loin de chez vous. Et je continue comme ça, des recherches. Je m'intéresse un peu à des façons de retrouver les animaux. Je tombe sur le fil d'argent. Ouais. On commence un peu, j'ai une collègue de l'époque qui commence à me parler de communication animale. Donc, tout ça un peu, voilà, tout est très nouveau et en même temps, j'ai envie de me laisser porter, tu vois. Et je m'embarque un petit peu dans ces recherches. Donc, pour le moment, pas de nouvelles de ce chat. En septembre, rebelote, une petite chatte qu'on avait adoptée en février meurt. Je l'emmène chez le véto, elle n'était pas très en forme et je reviens sans la chatte. Ouais. Et là, je me dis, j'ai plus rien. J'avais ma famille, j'avais ma fille, tout ça, mais à ce moment-là, c'est le vide. Je perds 3 de mes animaux en 3 mois. Ouais. Et franchement, c'est un choc immense pour moi. C'est vraiment, je me retrouve dans un gouffre. J'ai l'impression que je vais jamais réussir à remonter la pente et que rien va m'aider. Et là, vraiment, dans un élan de détresse, de chaos absolu, je pleure, je hurle et j'appelle Bambou. Je dis, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça. Et le lendemain, après-midi, je pars au boulot, je prends la voiture, je fais demi-tour au bout de mon impasse, je tourne la tête et qui je vois dans le petit chemin juste à côté, Bambou. Je l'avais jamais revu depuis le mois de juillet. Oh là jamais. Là. Au bout de combien de temps, as-tu dit alors, du coup ? Il y avait 10. Nous, on était rentrés fin juillet, aux alentours du 20, et là, on est le 15 septembre. D'accord. Donc, ça faisait plus de 2 mois. Pas de trace de lui, je ne l'ai jamais revu, personne ne me l'a signalé, rien, le néant, plus de chat. Et là, il est là, dans un rayon de soleil, en train de faire sa toilette. Je m'arrête, je sors de la voiture, je l'appelle, il se lève, il se met à marcher, il remonte le petit chemin, il y a une petite butte, il monte sur cette butte, je continue de l'appeler, il se retourne, il me regarde et il s'en va. Et voilà, et je ne l'ai plus jamais revu. Alors, je suis partagée à ce moment-là entre... Est-ce que c'était un hologramme, un fantôme ? Qu'est-ce que c'est que cette image, en fait ? C'était lui. C'était lui et il m'avait entendu. Je l'avais appelé la veille de détresse. Je lui avais dit, je t'en supplie, voilà. Viens me voir, prouve-moi que tu es là, que tu ne me laisses pas tomber. Je crois qu'à ce moment-là, en fait, j'avais besoin d'être soutenue et d'avoir quelque part une preuve qu'il se passait quelque chose, en fait, que ce lien que j'avais avec ce chat, même si physiquement, on n'était plus ensemble, qu'il y avait quand même quelque chose qui perdurait au-delà du temps et de l'espace. Et le fait qu'il soit venu ce jour-là, j'ai compris. Quand il est parti, j'ai compris au fond de moi que je ne le reverrais pas, mais qu'il serait quand même toujours là. Et qu'est-ce qui s'est passé donc après ça, alors ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Qu'il y avait quand même des choses auxquelles je n'avais jamais cru et que finalement qui se matérialisaient devant moi. C'est-à-dire que j'avais réussi à communiquer, à rentrer en contact avec ce chat. Par la pensée, par le cœur, par l'amour, qui m'avait entendu et qu'il était venu me prouver que tout ce que je ressentais était juste, était vrai, mais qu'il fallait que j'avance sans lui. En fait, je crois que c'était ça le message. C'était que j'avais des choses, moi, à réaliser et que finalement, il me faisait un cadeau en partant parce que lui avait besoin d'être libre, que sa vie de canapé lui convenait pas, que lui avait cette envie de liberté et ce besoin-là, et que moi j'avais des choses à comprendre
qu'effectivement, j'avais eu tendance à ce chat, je voulais en faire ce que moi j'avais envie, ce qui me rassurait. Moi, je voulais un chat qui reste à la maison, je voulais un chat qui rentre quand je l'appelle. Je voulais éliminer, tu sais, toutes les peurs qu'on peut avoir quand on a un chat et qui sort. Je voulais absolument pas me confronter à la mort, en fait. Je crois que c'était ça. Et donc, le fait de le garder à la maison, moi, ça me rassurait. Il était à la maison, il pouvait rien lui arriver. Et en fait, ce message-là, c'était de comprendre que fallait que je respecte, en fait, qui il était, que ses envies à lui, ce n'était pas les miennes et que je ne pouvais pas attendre que les autres soient comme moi, je voulais qu'ils soient. Et ça marchait autant chez les animaux que chez les humains. Et que j'avais des choses à modifier aussi dans mon attitude et qu'il fallait que je travaille sur certains points. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place après pour aller sur ce chemin-là? Et ensuite, il s'est trouvé que on me signale entre-temps un chat tigré qui rôde. Et je pense que pour le coup, c'est Bambou qui quand même reste dans les environs. Donc je me dis, c'est quand même curieux. Pourquoi il veut pas rentrer dans ces cas-là? Il est venu me voir, mais pourquoi il fait pas l'effort de rentrer à la maison? Donc je décide quand même par la force des choses. Alors quand je te dis tout ce que j'ai compris, tu sais, je l'ai compris a posteriori. Tout ça, hein, c'est pas venu immédiatement. Et donc, je persiste quand même dans l'idée de le récupérer en lui disant, écoute, je t'offrirai la liberté. Quand tu voudras sortir, tu sortiras. Et en fait, on essaye de passer un genre de contrat. Tu rentres, mais voilà, moi, je t'offre quand même la vie que tu veux. Donc, j'essaye à tout prix de récupérer ce chat tigré qui est Bambou, parce que physiquement, c'est exactement le même. Donc, je finis par l'attraper avec une cache-trappe qu'on me met à disposition d'un refuge et je récupère donc ce chat. Et en fait, ce chat, je vais le comprendre que ce n'est finalement pas Bambou. Je vais le comprendre parce que je vais faire une communication animale avec ce chat parce que je comprenais pas en fait pourquoi il voulait pas me regarder, ce chat. Pourquoi il restait prostré dans un coin. Pourquoi on recommençait pas comme avant. On reprenait pas là où on s'est pas arrêté. Il était copie conforme, le jumeau. Et pourtant, dans son attitude, il y avait quelque chose qui était différent. Et j'ai voulu comprendre, je me dis, ça se trouve, il est traumatisé, il y a quelque chose qui... Voilà. Et en fait, la communication animale qui va se faire va me confirmer définitivement que ce n'est pas Bambou. Et ce chat qui était resté prostré pendant des semaines, qui n'a pas bougé de la pièce, d'un coin, d'un mur, qui refusait, tu sais, je le comparais un peu comme un enfant atteint d'un trouble autistique, tu sais, qui refuse de voir le monde et de rentrer en contact. Voilà. Et finalement, après cette communication, ce chat sort de sa cachette, vient explorer la maison et je me retrouve nez à nez avec lui. Alors que ce n'était jamais arrivé pendant toutes ces semaines. Et là, j'ai envie de dire, le double effet qui se coule, là d'un seul coup qui se produit, où là je me dis non, mais en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors certes, c'est pas Bambou. Définitivement, j'en ai la confirmation. Confirmation, bien sûr. Et en même temps, un nouveau monde d'un seul coup s'ouvre à moi. Et ce soir-là, en larmes, je dis à mon mari, écoute, plus jamais je ne pourrai retourner travailler, faire mon métier à la banque. D'un seul coup, j'avais compris que ma place était ailleurs. Ailleurs, avec les animaux, etc. Et avec les animaux et qu'il y avait une connexion qui s'était établie et que ma place était avec eux, auprès d'eux. Enfin, pour eux, je ne savais pas encore sous quel format j'allais pouvoir mettre en pratique ce qui venait de se passer en moi. Mais j'ai eu une révélation. Alors, ça a été une claque immense parce que d'un seul coup, j'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait, que toutes mes certitudes, tout sur quoi ma vie s'était fondée, d'un seul coup venait de s'écrouler comme un château de cartes et que là, d'un seul coup, on reconstruisait quelque chose que je n'avais même pas soupçonné, mais qui s'imposait en fait à moi. Donc beau, là, quand même. Tout un cheminement s'impose à moi. Je me dis, en fait, je ne peux pas laisser ça comme ça. Bambou n'est pas parti pour rien. Son jumeau n'est pas arrivé non plus par hasard. Par hasard, ouais. Parce que s'il lui avait pas ressemblé, j'aurais jamais cru que c'était lui, donc il serait jamais rentré dans ma vie. Donc en fait, ça a été un chassé-croisé. L'un, finalement, que je voulais être un chat domestique et qui était épris de liberté s'en va. Et ce chat-là que je récupère, qui était finalement, lui, un chat qu'on avait estampillé comme chat sauvage, qu'on avait tatoué dans l'oreille comme étant un chat sauvage, pas adoptable. Ouais.
est venu à moi et est devenu, mais le chat, je veux dire, mais le plus câlin que j'ai connu. Enfin, je veux dire, quel cadeau de l'univers. Mais vraiment, mais je remercie Bambou aujourd'hui parce que je sais que sans lui, sans ce choix qu'il fait là, rien ne se serait passé, ou alors bien plus tard. Et merci donc du coup à Orphée qui est venu dans ma vie et voilà, et ce cadeau qu'il m'offre aujourd'hui, ça n'a pas de prix parce que de tout ça finalement va découler ma nouvelle vie. Ben voilà. Et donc du coup après tu as fait des formations, comment ça s'est passé? Tu as fait des stages, des formations, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après, j'ai vraiment voulu persévérer dans la communication animale parce que ça m'avait tellement changé ma façon de voir les choses que je me dis, il faut que j'y aille. Donc, c'est là que Christine Lamour intervient. C'est vers elle que je me tourne. Enfin, parce qu'on m'en a parlé, je la connaissais pas. Une amie m'en parle. Qu'on salue d'ailleurs. Coucou Christine. Évidemment. Parce que Dieu sait si... sans le savoir, elle joue un rôle prépondérant dans un certain nombre de mes transformations. Ouais, c'est beau. Donc, c'est quelqu'un qui est très important. Et c'est la première, finalement, qui va m'offrir cette possibilité d'être initiée à la communication animale. Ça me fascine. Et en même temps, je sens que j'ai encore des barrières, que j'ai encore des freins, que j'ai encore des peurs. Et qu'il y a encore pas mal de choses sur lesquelles il faut que je travaille et que j'avance pour que ça devienne quelque chose de plus fluide. Mais je sais que voilà, ça me permet de cheminer quand même et d'affiner ce que j'ai envie de faire, même si j'ai pas une idée de métier particulier. Mais bon, ça joue quand même sur des choix assez décisifs qui arriveront après. Donc finalement, je mets fin d'abord pour des raisons de santé à mon contrat donc dans la banque. Définitivement, voilà, ça se termine, en octobre 2021. Et là, je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que ça sera avec les animaux. Je sais qu'ils devront avoir une place importante parce que c'est pas le hasard tout ce qui s'est passé. Et j'essaye de construire comme ça mon projet professionnel. Donc, dans un premier temps, c'est de la thérapie assistée par les animaux qui se présente, ce qu'on appelle la médiation par l'animal. Donc là, je me forme en zoothérapie pour les enfants avec des troubles des apprentissages. Ouais. Donc, je commence comme ça. Donc, avec mes animaux qui, entre-temps, ont rejoint la maison. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 chiens, donc deux chihuahuas, la maman et sa fille qu'on a adoptées en refuge. Ouais. Et j'ai 3 chats, dont donc Orphée qu'on a récupéré, et 2 autres chats qui sont venus s'ajouter. Et je commence comme ça, donc, mon parcours en thérapie assistée par les animaux, donc avec des enfants, avec des adultes en situation de handicap, avec des jeunes réfugiés qui viennent en insertion. Donc, pendant plusieurs mois, je propose des ateliers collectifs. Et puis, petit à petit, quand même, malgré tout, je sens que c'est un bout du chemin, mais que ce n'est pas la destination. Je sens qu'il fallait que je passe par là pour expérimenter. Et en même temps, rapidement, je me dis que ce n'est pas exactement ce que j'avais envisagé. D'abord parce que les ateliers collectifs, pour moi, s'apparentent rapidement à une activité plutôt ludo-récréative, j'ai envie de dire, que je ne suis pas exactement dans l'accompagnement thérapeutique que j'envisageais, parce que quand on a plusieurs personnes dans un groupe, c'est difficile de faire du cas par cas, de l'individuel. Ouais. Et que finalement, j'ai plus envie de travailler avec une personne et de pouvoir vraiment me connecter à elle. Je crois que c'était vraiment ça dont j'avais envie et besoin. C'était de pouvoir créer un lien avec la personne et d'être capable de trouver les mots, mais rien que pour elle. Et je trouve que quand on est dans le collectif, tout se dispersait un peu et j'arrivais pas à trouver finalement ma place et parfois les justes mots. Et puis aussi parce que ce qui me gênait aussi, c'était que mes animaux deviennent des outils. Pour moi, le confort de mes animaux, c'était hyper important. C'est-à-dire que c'est d'abord nos animaux de famille, de compagnie, qu'il fallait que je respecte leur temps de repos, leurs besoins à eux.
Et que, comme j'ai pas non plus une mini-ferme, si tu veux, j'avais pas la possibilité de faire beaucoup de rotation. C'est-à-dire que c'était toujours un peu les mêmes qui tournaient, qui étaient sollicités. Et je me rendais compte qu'ils prenaient de moins en moins de plaisir. Ils avaient moins envie de contribuer. Que parfois même les trajets en voiture, qui d'habitude se passaient très bien, devenaient plus complexes, plus stressants. Et finalement, non, je me suis dit, je peux pas leur infliger ça. J'ai pas le droit. C'est eux d'abord. Et il vaut mieux que je réfléchisse à une autre manière de fonctionner plutôt que de les obliger à faire quelque chose dans lequel ils ne s'y retrouvent pas, quoi. Ouais. Et puis, comme il n'y a pas de hasard, très souvent, des gens que je connaissais, des amis, venaient vers moi en me disant « Oh là là, écoute, mon chien, mon chat, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire ? Dis-moi quand est-ce que c'est le moment, toi qui a des animaux, qui connais les animaux, quand est-ce qu'il faut que je mette fin, que j'achète vétérinaire ?» Enfin, beaucoup de gens venaient me demander spontanément. Et puis, il y avait aussi les gens qui, quand je disais que je faisais de la médiation animale, me disaient « Ah oui, de la communication animale, c'est bien ça !» Et systématiquement, les gens, quand je disais médiation, ils entendaient communication. Et je me dis, non, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, je le prononce très bien, il n'y a pas de raison qu'ils comprennent un autre mot. Et finalement, je me suis dit, non, c'est parce que ce pourquoi je suis faite, c'est pas la médiation animale, c'est d'être dans l'accompagnement des personnes qui ont perdu leurs animaux et que finalement, ces facultés qui commencent un peu à émerger, à se développer, cette intuition et cette connexion avec les animaux va m'être utile dans cet accompagnement. C'est-à-dire que je vais pouvoir certainement trouver les mots justes, transmettre des messages aux gardiens, alors ce que je pense être de la part de leurs animaux, pour adoucir ce chagrin, cette peine, et pouvoir les accompagner au mieux dans une décision et dans un cheminement douloureux. Donc aujourd'hui, tu exerces dans quoi? Dans les associations, à domicile, en visio, tu te déplaces? Comment ça se passe? C'est un peu de tout ça. Ouais. En fait, je suis assez souple dans ma façon de fonctionner. Je propose des accompagnements. Alors, soit il y a les personnes qui viennent à mon cabinet, que j'ai installé donc chez moi. Ouais. Soit on le fait en visio. Soit je vais chez eux à domicile. Je leur propose aussi pour ceux que ça peut aider de les accompagner chez le vétérinaire, notamment au moment d'une euthanasie. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une solitude absolue. C'est très dur. Ouais. Pour aider. On emmène son animal et parfois on rentre sans. Ou si on rentre avec, il est mort. Et ça, c'est très compliqué de laisser ces gens-là repartir, reprendre la route face à ce choc-là. Donc, je leur propose aussi ça. Je le propose en individuel et en petits groupes de parole pour ceux qui veulent. Et alors, j'anime des conférences aussi que je fais en ligne, mais qui peuvent se faire aussi en vis-à-vis. J'ai envie de dire, après, ça dépend un petit peu des inscriptions et de où se situent les gens, parce que finalement, je peux avoir des personnes de partout. Enfin, je veux dire, j'ai pas de frontières vu que tout bien peut sûr. se faire à distance. Donc voilà, je m'adapte au mieux à ce que les gens ont besoin, ce qui résonne aussi pour eux. Et tu as des prochaines dates de conférence ou pas du coup Alors là, j'en ai fait une vendredi dernier, justement. C'était où? Alors, je l'ai fait en ligne. Ouais. Je l'ai fait en ligne, justement. Et c'est des choses que je vais remettre en place, tu vois, rapidement. J'ai envie de lancer. Alors, peut-être que je le ferai sur un live Instagram. Je ne sais pas encore exactement le format, mais dans la semaine prochaine, je vais faire un question-réponse. J'ai aussi envie que les gens puissent poser des questions qu'ils n'ont peut-être jamais osé poser, qui leur trottent dans la tête, qui nourrissent un peu plus leur chagrin et leur culpabilité. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que les gens se sentent libres de poser des questions, qu'on lève aussi le tabou du deuil animalier. Alors déjà que la mort était bien aussi placée pour le savoir. Dans la société, c'est déjà très compliqué. Si on peut mettre ça sous le tapis et puis plus en parler, c'est aussi bien. Les gens veulent bien être compréhensifs dans le deuil, mais pas trop longtemps quand même. Alors qui plus est avec les animaux, on entend souvent c'est bon, c'était qu'un chien, c'était qu'un chat, passe à autre chose, reprends-en un autre, avance. Toutes ces injonctions finalement qui viennent de l'entourage plus ou moins proche, c'est des choses qui sont très difficiles à vivre pour les personnes endeuillées en général.
Et quand c'est un deuil de son animal de compagnie, je trouve qu'il y a encore moins la place en fait pour la parole, pour s'exprimer, parce qu'on se sent vite jugé et incompris. Donc moi, c'est vraiment d'offrir ce laps de temps à la personne pour s'autoriser en fait à parler, à lâcher des émotions, Et à pleurer. les conférences en salle, tu vas en faire ou pas? Alors, c'est pas encore d'actualité, mais je ferme aucune porte parce que c'est un exercice dans lequel je suis assez à l'aise, si tu veux, j'aime bien. Donc, si un jour l'occasion se présente, ce sera avec plaisir que je me lancerai. Bien sûr. Voilà. Pour le moment, j'expérimente et je m'entraîne sur des formats, on va dire, un peu plus intimistes. Mais finalement, voilà. Et est-ce que tu as le projet d'un livre plus tard, du coup? Alors, j'avais pas en tête le projet d'un livre et en fait, a ressurgi. J'avais complètement oublié en 2021, donc après l'affaire, j'ai envie de dire post-bambou et l'arrivée d'Orphée, je me suis lancée, j'ai eu ce besoin comme un peu de lui écrire ou de mettre en tout cas des mots sur ce que j'avais traversé et d'analyser ce qui s'était réellement passé et tout ce qui avait changé en moi. Donc, j'ai commencé comme ça à écrire de façon assez spontanée. Tu sais, je sais pas si c'était vraiment de l'écriture inspirée, guidée. Mais en tout cas, il y avait une certaine fluidité où je sais qu'à ce moment-là, je n'avais pas à réfléchir sur ce qui venait. Bon, de toute façon, moi, je pense que il y aura un livre plus tard qui va aider les gens, les familles, les personnes qui ont perdu un animal. T'as des projets? Tu te projettes comment, toi, dans l'avenir? Quelles sont tes ambitions, justement? Voilà, dis-nous tout par rapport à ça. Déjà, j'ai vraiment envie que le sujet du deuil animalier soit vraiment un sujet dont on parle. Et ça, je pense que c'est un peu une mission que je me suis lancée, c'est de dire il faut que ça devienne un vrai sujet, qu'on en parle et que les gens qui le vivent, l'expriment, s'autorisent à le vivre. Donc, je crois que ça, c'est déjà un peu de déverrouiller tout ça et de mettre en lumière nos animaux. Parce que finalement, à travers mon accompagnement, j'accompagne l'humain, mais j'accompagne aussi l'animal. Pour celui qui est en fin de vie, c'est aussi lui tenir la patte avec son humain, l'aider à traverser, on va dire, le miroir, et ensuite d'accueillir des messages pour les gardiens. Et ça, je pense que retisser aussi ce lien-là, cette connexion, pour moi, le deuil, tu vois, j'ai pas envie d'en faire quelque chose de foncièrement triste. On a le droit, et c'est normal de l'être, et on l'a tous été. Oui. Et c'est quelque chose de toute façon qui est inévitable. Mais j'ai aussi envie de transmettre le message à tous ceux qui traversent cette épreuve-là, c'est que y a aussi du beau. C'est-à-dire que on doit se souvenir, au même titre que nos défunts humains, du bonheur qu'on a eu de les connaître, de tout ce qu'ils nous ont apporté dans notre vie, parce que on n'est plus la même personne avec eux et après leur passage. On a été transformés, notre vie a changé, on l'a organisé autour d'eux, on a appris peut-être à être patient, on a appris plein de choses à leur contact, ils ont été de magnifiques enseignants. Et c'est vrai que de mettre en lumière aussi le rôle de nos animaux dans notre vie, dans notre société. Moi, je suis très engagée dans la cause de la protection animale, et de voir de la maltraitance, voir des abandons, voir tout ce qu'on voit comme horreur. Je me dis que c'est aussi une façon de réhabiliter quelque part le rôle de l'animal auprès de nous, que ce n'est pas juste un animal, c'est un être vivant. C'est un être vivant, bien sûr. Et qui ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre si on veut bien les écouter. Et Dieu sait s'ils ont des choses à nous dire. C'est des guides, c'est un peu une ambition qui est peut-être plus spirituelle que foncièrement matérielle. Alors, il y a un projet qui va se concrétiser. J'en dis pas plus pour le moment parce qu'il n'est pas encore officialisé. Mais je pense que d'ici fin de semaine ou début semaine prochaine, ce sera publié, ce sera annoncé. C'est quelque chose qui est arrivé d'un seul coup, comme une évidence aussi. Je trouve que c'est merveilleux et que ça va venir compléter à merveille mon activité. Donc, teasing, mais on en saura un peu plus dans quelques jours.
Bon, bah, c'est super, là, t'avances bien, là, en fait, hein. Ah, mais là, d'un seul coup, il y a une espèce de fulgurance où tout est en train de se De se dénouer, mettre en tout est en train de place, ouais. s'éclaircir, de se mettre en place. Et là, j'ai vraiment cette sensation que c'est là que je dois être. En tout cas, pour maintenant, c'est là que je dois être et que Bah, c'est t'as juste. trouvé ta voie, t'es Ouais. bien aligné avec ton âme, et puis, Je ouais. crois que c'est ça, en fait, foncièrement, d'avoir réussi à trouver le lien entre accompagner l'humain, être aussi au service des animaux, faire cette connexion entre nous tous, parce qu'on fait tous partie de C'est la beau. même terre et qu'on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Ouais. Et voilà. Pour moi, ça devient évident de proposer cet accompagnement parce Et t'as que. toujours eu des animaux depuis toute petite ou pas, Camille? Alors, j'ai grandi avec des animaux tout Ouais, petits. Mes parents ont eu un chien. Elle est décédée, j'avais 3 ans. d'accord. Plus tard, on a un chat qui est venu à Ouais, nous, qu'on a perdu un peu prématurément. Et oui, mes parents, alors surtout ma mère, n'a jamais voulu reprendre d'animaux. La d'accord. souffrance était telle que pour elle, le meilleur moyen de se protéger de cette souffrance, c'était de ne plus en avoir. Alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Ben, moi, en tout cas, c'est le message que je Oui, transmets de ce en qu'ils me disant disent en haut, hein. Ouais, voilà. se priver de leur amour pour finalement quelques Ouais, derniers instants, certes, qui sont immensément douloureux, mais je ne veux pas que ça occulte en fait toutes ces années de bonheur, même si parfois c'est vrai qu'ils partent trop tôt, et c'est toujours trop tôt. bien sûr. Il y en a évidemment qui partent très jeunes et c'est dramatique, mais se priver de leur amour, se priver de cette vie-là partagée pour se protéger d'une souffrance et de la mort, à mon sens, je pense que voilà, on a plus à faire et mieux à faire que en partageant leur vie que Bien sûr. en ne s'autorisant pas. Mais une fois de plus, chacun fait bien exactement comme il a envie, comme il peut. Et Oui. c'est personnel ce choix-là. Mais en tout cas, voilà, pendant des années, finalement, j'ai vécu sans animaux. Ça a été un vrai manque pour moi. Ouais. Bien Et sûr, je dès comprends. qu'on s'est installé avec mon mari, mais c'était pas mon mari à l'époque en tout cas, la Ouais. première chose que j'ai faite, c'était de prendre un animal. Et comment perçoit ta famille, tes amis, tout ce côté social autour de toi, ce nouveau, ce métier en fait que tu fais actuellement? Et ben alors pour tout te dire, là je me livre comme je me suis jamais livrée, et il y a quand même assez peu de personnes aujourd'hui, y compris dans mon entourage, qui ont connaissance de ce que je viens de dire. D'accord. Donc ils ont une version, en tout cas celle qu'ils ont envie ou besoin d'entendre. Je sais que voilà, mon entourage n'est pas nécessairement prêt à entendre ce que je viens d'expliquer. Voilà, le côté connexion, communication animale, médiumnité, tous ces signes que je reçois. Enfin voilà, tout ça, ça leur parle pas. D'accord. Et puis bah, c'est comme ça, c'est pas très Oui, bah, grave. chacun son chemin évolutif, hein, voilà. Exactement. Donc, si tu veux, c'est pas quelque chose sur lequel je communique foncièrement. Même, j'ai envie de dire, auprès des personnes qui viennent à moi, parce que dans l'absolu, il y a peut-être des personnes pour qui ça ne parle pas non plus, mais qui ont quand même besoin d'être accompagnées. Même si je crois beaucoup aux synchronicités, et je me dis que j'attirerai forcément les gens qui vibreront aussi comme moi et qui sentiront qu'il y a quelque chose de plus, même si je ne dis pas et que je n'écris pas que j'ai cette connexion-là. Peut-être que forcément ça se ressent. Et voilà, donc je crois en l'attraction de personnes connectées. Oui. Mais après, voilà, s'il y a des personnes qui n'y croient pas, c'est pas quelque chose sur lequel je vais insister et que je vais pas forcer. Donc c'est pareil aussi avec mon entourage. Donc bon, voilà, on parle assez peu d'activité professionnelle en D'accord. règle générale, et c'est un peu d'un accord tacite, pas forcément conscient, mais en tout cas, voilà, on parle d'autre chose, mais pas forcément de ce que je fais. Et est-ce que tu crois que qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? C'est l'animal qui nous choisit et non l'être humain. Ah bah alors ça, je ne peux qu'en être convaincue puisque j'en ai eu moi-même l'expérience. Il y a une certitude, c'est que les animaux ont cette faculté de nous décoder, de nous scanner. Ils savent tout de nous.
même plus que nous-mêmes, et qu'en une fraction de seconde, finalement, ils savent à qui ils ont affaire. Et s'ils viennent à nous, c'est qu'effectivement, on a une mission et ils ont une mission à accomplir avec nous. Et ça, j'en ai la certitude. C'est des sacrés anges gardiens, quand même, pour nous. Ah bah, c'est juste merveilleux de les avoir. Et guérisseurs, on peut dire qu'ils sont guérisseurs aussi. Oui, alors les chats d'autant plus qui ont cette faculté, vraiment, cette sensibilité spécifique, vraiment. Les chiens dans un autre registre, chacun ses qualités. Et qu'est-ce que tu en penses des gens qui ont des perruches ou des perroquets ou des oiseaux en cage chez eux? Alors, j'en ai eu plus jeune. Donc, à l'époque, j'avais pas forcément cette vision-là des choses. Et je pense que ça répondait aussi à mon besoin de sécurité quand j'ai eu des perruches. Parce que de les savoir en cage, je me disais, au moins, elles risquent rien. Donc, je comprends aussi parfois le besoin qu'ont les gens aujourd'hui à maintenir dans un périmètre de sécurité leur animal en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Et en fait, ce qu'il y a de mieux, c'est pour nous, l'humain, c'est pas pour l'animal. Bien sûr. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, voir un animal en liberté, surtout dans ces espèces-là qui ne sont pas des espèces domestiques, on va dire, on en a fait des espèces domestiques. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de toutes ces espèces un peu exotiques qui viennent un peu conquérir les foyers. Alors voilà, chacun fait comme bon lui semble, mais c'est vrai que si on s'intéresse réellement à l'animal, est-ce qu'on lui propose les conditions qui lui sont exactement parfaites pour lui? Effectivement, il y a débat. Les besoins d'un animal ne se résument pas à avoir à manger et à boire. Bien sûr que non. Ça, c'est évidemment la base, c'est le fondamental. Mais chaque espèce a ses propres besoins. Et c'est vrai qu'un oiseau, c'est de voler. Et que si on ne lui offre pas cette occasion-là, on le prive aussi d'un bonheur certain. Mais voilà. Alors, comment on peut te joindre via Facebook? Tu as une page aussi qui s'appelle Dans les yeux d'Orphée, il me semble. Voilà, parce que j'exerce effectivement sous le nom de Dans les yeux d'Orphée. Alors Orphée, ça a une signification, forcément, c'est le prénom du chat. Mais si on regarde bien mon logo, il y a une autre symbolique. On y voit aussi des bambous, parce que j'ai voulu faire un clin d'œil aussi à bambou. Donc voilà, il y a des bambous qui sont dessinés, un chat marron, voilà, parce que les deux le sont. Donc voilà, Dans les yeux d'Orphée. Donc ça, c'est ma page professionnelle. C'est à peu près la seule que j'alimente, puisque à titre perso, c'est pas la peine de me contacter sur mes pages perso, il se passe pas grand chose. Donc Dans les yeux d'Orphée, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai un site internet. Donc on peut me contacter via ces réseaux. Mon téléphone est aussi notifié, voilà, que ce soit sur Facebook, Insta ou mon site. Donc on peut me contacter par tous les biais qui sont répertoriés. Voilà. Super. Et donc, tu peux faire ça en visio chez toi, ou tu te déplaces aussi? Oui, je peux aller chez les gens aussi, si pour eux, c'est plus agréable d'être à leur domicile, ou s'il y a besoin des fois d'être au plus près de l'animal qui est en fin de vie, autant que ce soit moi qui vienne plutôt que l'inverse. Pour ceux qui ont des chats, voilà, j'évite aussi, je préfère aller les voir directement et passer un moment avec eux. En fait, voilà, je me sens assez libre de faire. Je n'impose pas un cadre rigide. C'est un peu au bon vouloir des gens. Après, si je dois me déplacer, il faut que ça reste dans un périmètre, pour le moment, assez raisonnable dans le domicile. Alors après, à voir au cas par cas, mais voilà, je reste quand même dans un périmètre assez proche. Mais voilà, il y a tellement de possibilités aujourd'hui de le faire autrement qu'en face à face, bien que je reconnaisse que dans ces moments-là, les gens ont besoin quand même d'un contact. Et c'est vrai que la barrière, mine de rien, d'un écran, même si on peut y apporter toute la tendresse, toute la sympathie, toute la compassion, même si on a les mots justes, c'est vrai que d'être à côté de quelqu'un, lui tendre un mouchoir, lui prendre la main ou lui poser la main sur le genou. Voilà. Et puis tous les petits rituels que je fais, tu vois, quand les gens viennent, je leur propose qu'ils allument une bougie.
en l'hommage de leur animal, c'est eux qui le font. Donc, tu vois, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire à distance, mais qui peuvent se préparer aussi. Il suffit que je leur dise, bah voilà, prévoyez une petite bougie, on va faire comme ça. Mais c'est vrai que voilà, quand on est en face à face, malgré tout, il se passe quelque chose, des fois de plus intense, de plus fort. Qu'à distance, mais après... Et quel serait ton mot de la fin par rapport à la famille, la personne qui a perdu un animal cher qu'est-ce que tu pourrais... Ton premier mot, c'est... Bah moi, tout ce que je leur dis déjà, c'est que la tristesse, elle est inévitable et que c'est normal d'être triste. Et que surtout, il n'y a pas de temps. On n'a pas à s'imposer une durée. Le deuil, on n'en guérit jamais vraiment. Ça reste une blessure à vie. Notre animal, on ne l'oubliera jamais. Il aura laissé une empreinte indélébile dans notre cœur. Et tant mieux, parce que ça va nous réchauffer, nous réconforter dans des moments difficiles. C'est de vivre leur deuil à leur manière, de ne pas se laisser dicter par qui que ce soit la manière dont ils doivent vivre leur deuil. D'ailleurs, je dis vivre le deuil. Je n'aime pas le terme faire son deuil parce que ça implique un début, une fin. C'est une espèce d'injonction à passer à autre chose et à oublier. On ne veut surtout pas oublier. Mais on veut faire en sorte que la vie qu'on a partagée avec nos animaux se transforme en beaux souvenirs. Et que lorsqu'on pense à eux, eh ben, c'est que des moments de joie qui ressurgissent. Même si ça fait couler quelques larmes, ben, on les laisse couler, ces larmes. Elles sont justes et elles veulent dire quelque chose. Mais que l'amour, en tout cas, ne s'éteint jamais et qu'il nous accompagne, même ailleurs et autrement. Que par une présence physique, et que si on veut bien être attentif, souvent il nous récompense. Ah, c'est bien, c'est tellement beau d'être accompagné par nos animaux au quotidien. Voilà, tu vois, moi j'ai 2 chats, j'ai toujours ma petite chatte Anouchka noire et blanche qui tous les matins vient nous réveiller. Et puis alors elle loupe pas un seul matin, donc c'est extraordinaire. Ah non, mais ils sont très ritualisés. Souvent, c'est ce qui est terrible dans le deuil avec les animaux, c'est que ce sont des rituels. L'heure de la promenade, l'heure de la gamelle, l'heure des câlins, l'heure du jeu. Eux, ils sont vraiment cadrés parce qu'on leur a aussi imposé ce cadre-là qui fait que voilà, la journée est organisée d'une telle façon. Et le jour où ils ne sont plus là, bah, d'un seul coup, notre vie n'a plus de sens, notre vie n'a plus de rythme. On se lève c'est dur. Et on s'apprête à faire le jet et non, l'animal n'est plus là. Je ne lui mettrai plus sa laisse et son harnais. Je lui donnerai plus son bol de croquettes. Et ça, pour les gens vraiment qui vivent ça, c'est terrible parce que d'un seul coup, on se sent inutile. On n'a plus le regard de l'animal dans lequel on brillait tant et on ne sait plus quoi faire. On se sent vraiment vide. Et l'idée, tu vois, c'est vraiment de reconstituer aussi des rituels. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de se dire, ben, oui, c'est dur. De toute façon, l'animal ne reviendra pas, c'est une certitude. Et ces rituels qui étaient si importants et qui rendaient notre journée heureuse et joyeuse, eh ben, essayons de se recréer des rituels. Donc, un lieu, un endroit qui nous va bien, où on peut venir rendre hommage à son animal. Donc, se dire, bah, voilà, quand je rentre du travail, je vais allumer ma bougie, je vais me recueillir auprès de son urne, pour ceux qui ont récupéré les cendres, ou là où je l'ai enterré, je vais y déposer une fleur, je vais faire une prière, je vais réciter un poème. C'est petit à petit de réinstaurer dans son quotidien des habitudes qui vont nous permettre de revenir à la rencontre de notre animal, pour penser à lui, et puis bah voilà, pour occuper aussi notre esprit et éviter de partir dans des pensées où le mental va refaire surface et où on va réactiver de la culpabilité de « Ah oui, mais et si j'avais fait comme ci? Et si j'avais fait comme ça ?» Voilà, rien ne change. Pareil, hein, c'est les êtres humains. On est tous pareils, ça c'est certain, ça reste très humain de procéder de la sorte. Voilà, de se remettre dans un contexte de rituel pour se reconnecter à son animal, pour faire perdurer sa mémoire de la manière qui convient à chacun. Si on veut écrire, on écrit. Si on veut chanter, on chante. Peu importe. Mais voilà, c'est de retrouver un cadre dans une vie qui, d'un seul coup, c'est quand même effondré. On ne va pas se mentir. Bon, en tout cas, Camille, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, pour ton partage. On va te souhaiter ce temps-là. On va te souhaiter une belle route à toi, belle route à ta famille.
tes animaux de compagnie et Oui. évidemment les futurs animaux qui vont aussi croiser ta route. Et puis, eh ben, on va vite partager ces belles vidéos sur notre chaîne YouTube Déployez vos ailes. Et on te souhaite vraiment une très 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 belle route. Parce que, écoute, je crois qu'elle sera plutôt pas mal parce que juste avant de commencer, j'ai fait un tirage d'oracle. Et écoute, j'ai tiré la carte du phénix, la résurrection. Ah, ouais, la résurrection, ouais. Et c'est la carte numéro 33. Et le 33, c'est mon chemin de vie. Bah, tu vois, t'as déjà tes réponses, c'est magnifique. Donc, je me dis que, tu vois, cette carte donnait le ton et que, en conclusion de ce que tu disais, ben, tu vois, c'est la réponse aussi à ce qui s'annonce probablement. Oui, à ton chemin qui s'ouvre devant toi. Tout et ben, en tout cas, je te souhaite plein de belles choses. Encore une belle et lumineuse année 2025 à toi et à tous tes proches. Très belle année aussi à toi. Ouais, bah, merci beaucoup. Plein encore de belles interviews avec des belles personnes. Bah oui, bah c'est ce que je me souhaite, c'est voilà. Et prochaine interview la semaine, bah non, cette semaine, ça sera jeudi. Oui, on débute que. Hein. Voilà, on est que mardi, donc prochaine interview jeudi. Et puis ça va continuer. Et on souhaite une belle journée, une belle fin de journée à tous, que tout le monde prenne soin de soi, de sa famille, de ses animaux. Voilà, de ses animaux tant qu'ils sont là et de tout ce qu'on aime parce que c'est très important. Exactement. De vivre dans l'instant présent et ça, c'est un message des animaux. Ok. Ciao, ciao les amis, à bientôt pour une prochaine interview et merci à toi Camille en tout cas. Bisous. Enfin, merci, bisous.